on a aujourd'hui surtout 2 recours qui sont aujourd'hui soumis à l'appréciation de la Cour européenne des droits de l'homme. Ça démontre quoi? Ça démontre déjà d'une part que quand on a un objectif, on peut l'atteindre. Premièrement. Deuxièmement, ça démontre quoi? Ça démontre que l'association ADLF a employé les fonds aux fins qui lui avaient été attribuées. Donc ça fait du bien de rappeler parfois qu'il y a des personnes qui agissent avec une très grande probité et qui font ce pourquoi on leur a demandé d'agir. La troisième chose que ça nous apprend, toutes les personnes qui ont aujourd'hui participé à cette campagne Tipeee peuvent avoir des comptes qui sont rendus directement par l'association. J'avais accepté de répondre à mes questions pour que toutes les personnes qui nous ont fait confiance jusqu'à maintenant sachent où nous en sommes et ce que nous avons fait avec cet argent. La défense de vos libertés fondamentales. Bienvenue, nous sommes devant la CEDH. Alors aujourd'hui, restez jusqu'à la fin de la vidéo, abonnez-vous et partagez. On est ici pour parler des recours qui ont été intentés devant la Cour européenne des droits de l'homme, puisque, si vous ne le savez pas, 3 recours ont été acceptés, dont 2 qui ont été menés par mon cabinet, grâce notamment à une campagne qui avait été réalisée par l'Association de défense des libertés fondamentales, ADLF, le fameux compte Tipeee, pour lequel on vous remercie encore de manière très chaleureuse d'avoir participé à une cagnotte qui a pu générer plus de 11 000 € et qui nous a aidé à financer une dizaine de recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Alors sans plus attendre, je suis avec le président de l'association ADLF ainsi que l'attaché responsable Olivier Graland qui s'occupe donc de la communication de l'association ADLF. Messieurs, êtes-vous heureux que 2 recours qu'on a intentés grâce à votre association soient aujourd'hui portés devant la Cour européenne des droits de l'homme? On ne peut qu'être heureux. Le problème aurait été que ce ne soit pas recevable. Là, on aurait pu se poser des questions. Tout à fait. Tout à fait. Et après, oui, ça vient quand même nous donner quelque part raison. Il y a un souci, enfin, ça mérite d'être étudié, voilà. Tout à fait, parce qu'effectivement, la Cour européenne des droits de l'homme nous dit que dans 2 dossiers, dont nous avons les nôtres, il y a un problème de recevabilité. Elle ne l'explique pas, donc on ne sait pas pour quelles raisons les requêtes ne seraient pas recevables, mais quoi qu'il en soit, elle estime que le sujet est suffisamment grave pour qu'on ait quand même besoin de se prononcer dessus. Et je le rappelle, la Cour européenne des droits de l'homme a donc fait une communication au regard des 3 dossiers qui vont être appelés prochainement à une audience en vue de se prononcer sur la compatibilité entre l'obligation vaccinale de la loi du 5 août 2021 avec notamment l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui est relatif au droit à la vie privée familiale. En d'autres termes, c'est la liberté de consentir librement et de manière éclairée à un traitement médical. Alors Olivier, qu'est-ce que toi tu en penses de cette avancée? Es-tu heureux également que l'association ADLF ait pu financer ces recours qui sont aujourd'hui appelés devant la Cour européenne des droits de l'homme? Doublement heureux, mais je dirais que malheureusement, moi je suis un impatient, j'aimerais que ça soit plus rapide. Mais bon, le temps de la justice, comme tout le monde le sait, est beaucoup plus long. Mais sincèrement, on a pu faire ces recours grâce quand même à nos adhérents et sympathisants qui nous ont permis, grâce à leurs dons, de faire justement tous ces recours. Et sans eux, je voulais quand même vous les remercier, sans eux, nous ne pourrions pas financer. C'est quand même important de le signaler. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, vous êtes très heureux qu'on soit devant la Cour européenne des droits de l'homme. C'est Association de défense des libertés fondamentales. Le nom est dans le projet est dans le nom. Et évidemment, se retrouver devant la Cour européenne des droits de l'homme, ça démontre quand même que ce qu'on raconte depuis plus de 4 ans, c'est pas n'importe quoi. Parce que si on avait dit n'importe quoi, la Cour européenne des droits de l'homme n'aurait pas accepté d'apprécier la compatibilité entre l'obligation vaccinale et l'article 8, quand bien même les requêtes seraient jugées comme étant irrecevables. C'est ce qu'elle nous dit. Elle nous dit que les requêtes sont irrecevables. Elle ne me dit pas pour quelle raison, mais elle nous dit que les requêtes ne sont pas recevables. Cependant, le sujet est tellement grave et il est tellement important
qu'elle va quand même se prononcer sur le fond du dossier sans se soucier de la question de la recevabilité. Et ça, c'est fort parce que, bien entendu, ça veut dire qu'on va connaître très prochainement la compatibilité de la loi du 5 août 2021 avec l'article 8 de la CEDH, lequel, je rappelle, c'est la liberté de consentir de manière libre et éclairée à un traitement médical. En d'autres termes, est-ce qu'en exerçant une pression économique et sociale à l'encontre des soignants qui ont été suspendus, cette obligation n'est-elle pas devenue une injection forcée? Puisque lorsqu'on vous met le couteau sous la gorge et qu'on vous dit « vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer si vous refusez cette vaccination », évidemment, on peut s'interroger sur le caractère libre et éclairé de cette obligation vaccinale. Et c'est tout là l'enjeu, finalement, de cette affaire. Si demain, la France est condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, cela a plusieurs conséquences. Première conséquence, les soignants qui ont engagé des recours avant le 1er janvier 2025 pourront être indemnisés. Une telle obligation vaccinale ne pourra plus être réactivée. Et troisièmement, l'obligation vaccinale, à l'avenir, ne devra jamais se calquer sur ce qui a été fait par la loi du 5 août 2021. Donc ça va bien plus loin que notre affaire. C'est en fait un choix de société qui est rappelé, un choix de société qui est basé notamment sur la liberté, chose qui n'était pas du tout pris en compte dans la loi du 5 août 2021. Ce qui était pris en compte, c'était un intérêt général, qui est toujours un intérêt subjectif, invoqué par un gouvernement à un moment donné, sur la base de critères qui sont subjectifs et évolutifs, et, il faut quand même l'avouer, déconnectés finalement des éléments scientifiques, puisque, on le rappelle, la HAS, la Haute Autorité de la Santé, a elle-même indiqué, le 23 février 2023, que l'utilité de la vaccination n'était plus justifiée et que l'obligation vaccinale devait être levée. Pourtant, il faudra attendre plus de 3 mois pour que l'État procède à cette levée temporaire de l'obligation vaccinale. Alors messieurs, je vous repose la question, après avoir planté ce contexte, est-ce que vous êtes heureux que l'association ADLF ait pu permettre à 2 des 3 dossiers portés devant la CEDH d'avoir pu arriver jusque devant la Cour? Emmanuel, je t'en prie. Alors j'y vais. Oui, très heureux. Ça a été un parcours du combattant. C'est long. La question se pose et elle mérite des réponses. Et c'est que oui, en effet, nos libertés seraient en danger. Si déjà on ne pouvait pas aller là. Ça veut dire c'est comme ça, exécutez-vous. Et c'est également se poser la question de la légalité de la loi. Aussi dingue que ça paraisse, mais c'est-à-dire qu'on faisait des recours auparavant, à chaque fois on venait nous sortir telle ou telle loi, comme quoi voilà, c'est carré. Oui, mais cette loi répond-elle aux impératifs de liberté? Et c'est tout ce qui nous motive. Voilà. Tout à fait. Olivier? Oui, moi sincèrement, je veux dire, c'est la base même de la création de l'association. Cette ségrégation qui a été faite au sein de la population en l'encontre justement de personnes qui souhaitaient conserver leur liberté de choix, nous a, pour notre part en tout cas, qui nous a rassemblés au sein de la DLF, outrés. On a été vraiment choqués, on n'avait pas vu ça depuis 70-80 ans. Donc, moi, sincèrement, je suis entièrement satisfait de cette avancée auprès de la CEDH. Mais je pense qu'il faut continuer, parce que toute bataille mérite d'être menée jusqu'au bout. Et je dirais que c'est pas encore gagné. On va en parler justement de comment ça a été rendu possible, puisque on part du postulat ici qu'un grand nombre de personnes qui nous regardent peut-être ne connaissent pas l'association ADLF. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur le contexte de sa création? Comment vous en êtes arrivé à créer cette association ADLF, à laquelle, je rappelle, pour ceux qui nous regardent, je ne suis ni adhérent, ni membre, ni effectivement avocat exclusif de l'association. Je suis un des avocats intervenants pour l'association. Simplement, effectivement, je communique beaucoup avec l'association, ce qui peut donner le sentiment que je suis le seul, mais ce n'est pas le cas. Donc je vous laisse justement expliquer un peu tout ça pour que les personnes qui vous découvrent aujourd'hui puissent vous découvrir un peu plus et savoir qui est l'association ADLF. Alors l'ADLF, au début, c'est des citoyens qui se posaient des questions.
Tu m'avais posé cette question d'ailleurs la fois dernière. Donc, alors, comment résumer tout ça? Des citoyens qui ne comprennent pas très bien ce qui se passe en fait. Pourquoi? Est-ce que les mesures sont appropriées? Est-ce qu'il n'y a pas une disproportion à leur encontre? Donc voilà. Et donc, on vient de te trouver en disant, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire une action en justice? Parce que justement, revenons un petit peu sur cette anecdote, effectivement, pour ceux qui nous découvrent. L'association ADLF, à la base, c'est un collectif de citoyens. Alors, beaucoup à Montpellier, puisque j'étais à Montpellier, mais en fait, on va rapidement avoir énormément de sympathisants qui sont situés partout en France et qui rencontrent les mêmes problématiques, puisque ce collectif intervient pendant l'instauration des premiers masques en extérieur dans l'espace public. Et c'est à cette occasion-là, effectivement, que notamment l'opinion publique s'est intéressée à mon cabinet, puisque j'avais été parmi, si ce n'est le premier, en tout cas un des premiers avocats, à engager un recours contre le port du masque en extérieur dans l'espace public. Et c'est ce qui m'avait donné l'éloge de la presse nationale. À cette occasion, je te rencontre, je rencontre d'autres personnes qui découvrent qu'il y a également des avocats qui se posent des questions sur la question du respect de nos libertés fondamentales, en se posant toujours la même question, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Est-ce que c'est utile? Ça permet véritablement de lutter contre la pandémie? Question. Et est-ce que c'est proportionné? Si on a une autre solution qui est moins restrictive de liberté, on doit la privilégier. Donc, en d'autres termes, on doit réserver les mesures les plus restrictives qu'en dernier recours, si on ne peut pas faire autrement, et si ces mesures sont véritablement utiles. Forcément, aucune de ces conditions n'était remplie, et ce qui était pas mal, c'est que le gouvernement, et en tout cas le préfet sur le plan local, n'avait pas besoin de faire la démonstration d'une quelconque utilité. Aujourd'hui, je pense qu'on peut tous s'interroger sur est-ce que dans l'espace public, c'était pertinent ou pas. Après, chacun se fera son propre avis. Le collectif me saisit et on se dit effectivement il faut qu'on fasse des recours, qu'on conteste l'instauration permanente de ce port du masque en extérieur, puisque à raison de toutes les 2 semaines, les arrêtés étaient renouvelés et on se retrouvait face à une vraie difficulté. Rapidement, on se dit que le format associatif serait beaucoup plus intéressant. Premièrement, ça permet de collecter des dons, ça évite que quelqu'un récupère les sommes et éventuellement aille se payer des vacances avec. C'est déjà arrivé, on en rigole, mais c'est déjà arrivé. Deuxièmement, ça permet d'éviter qu'on s'expose directement. Les adhérents n'ont pas besoin d'engager un recours en leur nom personnel, ils peuvent le faire grâce à l'association. Et troisièmement, même si c'est extrêmement rare, mais ça évite de prendre des frais irrépétibles à titre personnel. Les frais irrépétibles, pour ceux qui nous regardent, ce sont les frais d'avocat de la partie adverse. Alors, quand vous engagez un recours contre l'État, il n'y en a pas, puisque, effectivement, l'État n'a pas d'avocat. Mais contre d'autres administrations, évidemment, la question peut se poser. Donc une association présente beaucoup d'intérêt sur le plan juridique. Je te laisserai en parler sur le plan fiscal, mais en tout cas sur le plan juridique, il y avait un vrai intérêt. Et c'est comme ça finalement que l'idée de l'association de défense des libertés fondamentales apparaît et rejaillit. Et là, je te laisse justement continuer sur comment, de l'intérieur, parle-moi-en, comment vous avez réussi à créer finalement ce collectif de citoyens partout en France, puisque c'est pas uniquement à Montpellier, l'initiative est partie de là, mais elle est partout en France. Comment vous avez réussi? Justement, si je peux me permettre, c'est vrai que la base est partie de Montpellier, mais je veux dire, partout en France, il y a beaucoup de personnes qui se sont offusquées. Donc, l'association est nationale, elle n'est pas locale. On ne combat pas que les suspendus ou les lois locales. De Montpellier, on ne combat pas que pour les soignants de Montpellier, on ne combat pas que le port du masque à Montpellier. Notre but, on va dire, notre souci, c'est simplement de récupérer ce qui nous appartient, c'est-à-dire nos libertés fondamentales. De défendre nos libertés fondamentales. Nos libertés fondamentales qui ont été bafouées depuis plus de 4 ans. Donc, c'est grâce justement à la participation de dons, comme justement l'association peut permettre les adhérents. On va en parler après de la Tipeee, on va en parler. Mais sincèrement, je dirais, l'association n'a uniquement pour but de faire des recours, que ce soit au point de vue local, certes, peut-être pour les prud'hommes, national, mais même international, puisque nous sommes devant la Cour européenne. Donc, c'est cette vision-là qu'il faut avoir de l'association,
C'est-à-dire que nous avons, nous, principalement, pour but de rétablir une certaine égalité au sein de la population en récupérant des droits qui nous ont été enlevés. De façon, je dirais, je cherche mes mots, mais unilatérale, arbitraire. Tout à fait. Voilà. C'est pas le retour de la lettre de cachet, mais c'est presque ça, finalement. Quel est l'objectif de l'association, finalement? Ben, déjà de défendre nos libertés, comme son nom l'indique. Et à chaque fois qu'une liberté est en danger, c'est d'une part d'informer la population, de sensibiliser, et d'autre part, si nécessaire, d'intenter des recours en justice. Je rappelle d'ailleurs pour ceux qui nous découvrent peut-être, que nous avions notamment attaqué l'instauration du port du masque en extérieur, qui avait été rétabli par le maire de Nice au courant de l'été 2022. Auquel nous avons gagné. Auquel nous avons gagné. C'est bien de le rappeler. Et très bien, merci d'avoir rappelé un petit peu tout ça. On va revenir sur notre recours CEDH, puisque forcément c'est un plaisir assez jouissif d'annoncer que nous avons quand même 2 recours sur 3 qui sont aujourd'hui examinés par la Cour européenne de l'homme, tellement cet enjeu est important que la Cour elle-même a communiqué sur son site, et notamment, Olivier, tu as à côté de toi la communication de la Cour européenne de l'homme. Je ne sais pas si on peut le montrer à la caméra. Voilà, ici peut-être en face. Là-bas. Voilà, donc c'est la Cour européenne de l'homme qui, le 3 juin 2024, a procédé à une communication directement sur son site. Je vous invite à aller la regarder, elle est dans la description de la vidéo. Ça vaut son petit pesant de cacahuètes, puisque, évidemment, je le rappelle, ça fait à peu près 4 ans qu'on discute devant le Conseil d'État pour dire cette obligation vaccinale est disproportionnée. Elle ne respecte pas le consentement libre et éclairé, et elle ne présente pas une proportionnalité entre l'objectif qui est visé, le maintien, la sauvegarde, de la santé publique, et à la fois la liberté individuelle qui doit toujours exister dans une société démocratique. C'est la base même. C'est la base même. En fait, on doit trouver une proportionnalité. Encore une fois, la liberté individuelle ne peut pas être absolue, parce qu'on vit dans une société, et sa liberté personnelle cesse le moment où elle commence à nuire à la liberté d'autrui. Donc, évidemment, c'est toujours une question de proportionnalité, et évidemment que la Cour européenne de l'homme va prendre en compte, dans l'arrêt qu'elle rendra prochainement, cette question de proportionnalité. Est-ce qu'on peut revenir sur la genèse de cette affaire, puisque, effectivement, sans le soutien financier de vos adhérents, de vos sympathisants, et la cagnotte Tipeee que nous avons menée, sans ça, nous n'aurions jamais pu porter tous ces recours devant la Cour et permettre à au moins 2 d'entre eux d'être jugés suffisamment intéressants pour être finalement examinés par la Cour. Est-ce qu'on peut revenir dessus? On commence par toi, Emmanuel. Très bien. Déjà, la première chose, c'est que je remercierai tous nos donateurs, parce que vraiment, on ne peut pas fonctionner sans eux. Nous n'avons aucune subvention de qui que ce soit. Et vous n'en aurez pas. Et nous n'en aurons pas. On fait trop de mal. On ne s'attaque pas au bon pour ça. Erreur de stratégie peut-être. Et donc, oui, nous ne fonctionnons qu'à l'aide de dons. Voilà. Ça, c'est bien de le rappeler. La deuxième chose, c'est lorsque les dons sont faits directement auprès de l'association, on délivre des reçus fiscaux. Je ne sais pas si tu souhaitais que je parle de cet aspect. On peut en parler. Voilà, donc c'est pour ceux qui sont touchés par l'impôt sur le revenu. Ils peuvent, c'est une réduction fiscale des 2/3 de leurs dons. Donc ça ne leur coûte qu'un tiers. Voilà. C'est bien à savoir, effectivement, pour ceux qui souhaiteraient pouvoir vous aider. Et il faut dire que je précise que nos frais de fonctionnement ne sont pas non plus très importants. Nous sommes la majorité, on est tous bénévoles, je dis tous. On est tous, on n'a pas de frais de fonctionnement de l'association. Les seuls frais que nous avons, c'est justement pour la location de la salle, pour l'Assemblée générale annuelle où tout le monde peut y assister, et pour notamment payer justement les cabinets d'avocats dont le tien. Pour les recours, comme tu rappelais, tu n'es pas non plus le seul cabinet d'avocats qui travaillait avec l'ADLF.
Donc, de toute façon, les partenaires sont sur le site de asso-adlf.fr. Les personnes peuvent très bien aller le voir. On vous mettra le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez effectivement aller voir un peu il y a une ce page que don, l'association je précise, il y a une page don aussi que Manu a expliqué où les gens peuvent donner et avoir un reçu fiscal de 2 tiers. Voilà, donc c'était simplement pour faire une petite aparté et préciser que l'essentiel des dons, il faut que les gens sachent, c'est très important que l'essentiel des dons ne sont là que pour payer les frais d'avocat pour les recours, les audiences. Voilà, c'est uniquement l'objectif de l'association. Voilà. Bien sûr. Alors, on va revenir sur la cagnotte Tipeee. Pareil, restez jusqu'au bout de l'émission, il y aura des révélations à toute fin. Sur la cagnotte Tipeee, pour ceux qui nous suivent depuis quelques années, vous savez qu'au mois de janvier 2023, nous avons lancé une cagnotte Tipeee pour financer nos recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Pourquoi à ce moment-là ? Eh bien parce que le 29 décembre 2022, le Conseil d'État avait validé l'ensemble des mesures restrictives de liberté, notamment l'obligation vaccinale dans sa version 5 août 2021. Il était donc temps à ce moment-là de saisir la Cour européenne des droits de l'homme dans un délai de 4 mois. D'accord ? Ne pouvaient saisir la Cour que ceux qui avaient fait un recours devant le Conseil d'État en vue de demander l'annulation de cette obligation vaccinale et ainsi que la reconnaissance de l'illégalité de la loi du 5 août 2021 au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il s'avère que j'avais effectivement quelques clients qui nous avaient accompagnés sur ce point-là, dont notamment Pierrick Thévenon, qui fait partie d'une des 3 requêtes qui est examinée aujourd'hui devant la Cour européenne des droits de l'homme. Pompier de son État. Pompier de son État, on va revenir dessus, on va en parler. Je pense qu'il nous regarde aujourd'hui. Donc, Cette cagnotte Tipeee, le 15 janvier, on la lance, un peu avec perte et fracas, puisque rapidement, on parle d'obligation vaccinale, on parle de recours juridique, et Tipeee est une plateforme de créateurs. Tipeee va nous fermer la cagnotte. Heureusement, grâce à la mobilisation de tous les sympathisants et adhérents de l'association ADLF, et une communication un petit peu véhémente à l'encontre de Tipeee, ces derniers vont rétablir dans les 48 heures la cagnotte. Et on va de nouveau donc pouvoir mener cette campagne de dons, parce qu'il était nécessaire de lever des dons, en vue de financer nos recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc merci encore à Tipeee d'avoir accepté, puisque l'une des conditions c'était de créer du contenu, avoir un côté créatif. Ça tombe bien aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de faire. On a communiqué très largement et vous avez été plusieurs centaines de tipeurs, donc de personnes à avoir fait des dons sur Tipeee, ce qui nous a permis de générer une cagnotte à plus de 11 000 €. Grâce à cette cagnotte, qu'est-ce que nous avons fait ? C'est l'objectif de l'émission de ce jour. Eh bien, nous avons financé tous les recours CEDH qui ont été engagés par l'association ADLF. Je l'ai expliqué, il y en a un petit peu moins de 10. On a à peu près 8 recours de mémoire. Et on a aujourd'hui surtout 2 recours qui sont aujourd'hui soumis à l'appréciation de la Cour européenne des droits de l'homme. Ça démontre quoi ? Ça démontre déjà d'une part que quand on a un objectif, on peut l'atteindre. Premièrement. Deuxièmement, ça démontre quoi ? Ça démontre que l'association ADLF a employé les fonds aux fins qui lui avaient été attribuées. Alors ça paraît effectivement assez facile à dire, on vous donne de l'argent et vous l'utilisez pour la raison pour laquelle on vous l'a donné. Mais c'est quand même bien de le rappeler parce qu'on vit quand même dans un monde où l'argent public notamment est quand même totalement dévoyé et utilisé à des fins qui ne sont pas celles pour lesquelles il a été donné ou en tout cas prélevé des poches des contribuables. Donc ça fait du bien de rappeler parfois qu'il y a des personnes qui agissent avec une très grande probité et qui font ce pourquoi on leur a demandé d'agir. Donc c'est une association qui est sérieuse. Et la troisième chose que ça nous apprend, c'est que toutes les personnes qui ont aujourd'hui participé à cette campagne Tipeee peuvent avoir des comptes qui sont rendus directement par l'association, raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui et que vous avez accepté de répondre à mes questions pour que toutes les personnes qui nous ont fait confiance jusqu'à maintenant sachent où nous en sommes et ce que nous avons fait avec cet argent. Ça me paraissait important parce que j'y ai attribué, vous le savez, mon cabinet.
J'ai associé à cette action également ma notoriété, ma réputation et mon honneur. Et évidemment, il était indispensable qu'on puisse, dans ces conditions, avoir la possibilité de tenir informé chacune des personnes qui nous a fait confiance de ce que nous avions fait avec justement cet argent. Et j'en suis très heureux que vous ayez accepté aujourd'hui cette invitation afin qu'on puisse réaliser... Nous sommes également heureux. Je dirais que ADLF te remercie justement de ce partenariat parce que il faut préciser quand même que tout à fait au début, les avocats qui étaient prêts à relever la manche et le défi n'étaient pas très nombreux. Donc voilà, je voulais quand même le signaler et te remercier de cette confiance que tu nous as donnée. J'ai essuyé quelques refus, en effet. Souvent au motif que ça ne faisait pas vivre les cabinets d'avocats. Voilà. Autant dire les choses comme elles sont. On ne gagne pas d'argent sur la crise sanitaire. Ah non. Ça, évidemment. Alors, on commence effectivement à rentrer dans nos frais quand on a une association qui est capable de payer le prix du marché. Évidemment, et là, on peut se donner à fond sur un dossier parce que c'est toujours la même chose, hein, c'est économique. Hein. Si à un moment donné, vous n'avez plus la possibilité de payer les frais de fonctionnement de votre cabinet, vous ne pouvez pas assurer correctement la défense de vos clients. C'est le cas de notre association. Tout à fait. Si on n'a pas malheureusement de personnes qui nous soutiennent financièrement, il est vrai que nous ne pourrons pas faire de recours et faire appel à des cabinets. Je veux dire, c'est le BABA. C'est le BABA, mais c'est bien de le rappeler parce qu'effectivement, on a souvent des reproches en disant qu'on s'enrichit sur le dos de ces dossiers. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les dossiers devant la Cour européenne des droits de l'homme, ce sont des dossiers qui sont extrêmement techniques. Donc, ce n'est pas des dossiers que vous expédiez en 5 minutes. La deuxième chose, on est quand même sur une niche de droit qui demande une compétence extrêmement accrue. Un avocat ne vaut pas un avocat. Ça vaut dans tous les domaines. Si demain vous avez un problème de plomberie, faites pas appel à votre électricien. Ben là c'est pareil. Si demain vous avez un problème sur la crise sanitaire, une obligation vaccinale, faites appel à un avocat qui travaille sur ce sujet depuis des années. Encore une fois, on ne rattrape pas à l'occasion d'un dossier une compétence qui a été acquise sous le feu d'un très grand nombre de recours, d'audiences, de plaidoiries et de travail, de conférences en quelques semaines. C'est impossible. On ne peut pas rattraper le niveau. Donc évidemment, ce sont des dossiers complexes. Ce sont des dossiers qui demandent une compétence très accrue. Et puis troisièmement, ça demande aussi d'être en alignement avec ses valeurs. On ne défendra jamais bien un client si on ne croit pas un minimum dans sa cause. Et évidemment, si vous ne travaillez pas sur le sujet, vous n'avez aucune chance d'être sensibilisé à la question des libertés fondamentales. Je vous raconte une anecdote. J'ai un copain de promotion qui est devenu avocat, donc qui a le même cursus universitaire que moi. Et en 2021, au moment de l'application du pass sanitaire, de l'obligation vaccinale, j'ai l'occasion de monter à Paris et de boire un verre avec lui en terrasse. Et on discute et je lui dis ça me choque de savoir que dans quelques semaines, je ne pourrai plus m'asseoir à cette terrasse avec toi et avoir cette possibilité de profiter d'un verre à l'occasion d'une journée d'été. Et il me dit oui, mais tu sais, David, tu es complotiste, c'est pour notre bien, etc. Bon, pas de problème là-dessus, après tout. Et je lui dis, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas d'accord avec le combat que je mène aujourd'hui ? Et à ce moment-là, en fait, il y a un blanc qui s'installe, parce qu'il ne connaît pas le fond de mes idées. Il me dit, oui, mais tu sais, je ne sais pas trop ce que tu as fait, ce que tu as dit. Donc là, je l'invite à s'abonner à la chaîne YouTube, à regarder un peu nos émissions et à lire les articles que j'écris. Puisque si vous voulez avoir une pensée qui est claire, il faut l'écrire. Si vous n'écrivez pas votre pensée, vous ne pouvez pas la connaître, vous ne pouvez pas relever ses propres contradictions et vous ne pouvez pas apporter de réponses cohérentes. Donc pour avoir une idée claire, concise, précise, structurée, vous devez écrire. Et à ce moment-là, en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que mon confrère, c'est pas qu'il n'est pas d'accord avec moi, c'est qu'il n'a aucune idée de ce que je pense. Et quand je lui explique en 2 temps 3 minutes, 2 temps 3 mouvements, que c'est pas un problème de principe, on n'est pas sûr est-ce que c'est bien, pas bien d'agir. Moi je dis à chaque fois, c'est une question de proportionnalité. Tu veux instaurer... De bon sens, je rajoute. De bon sens. Et bon, encore une fois, le bon sens n'est pas le même pour tout le monde. Je dis, c'est pas une problématique d'obligation vaccinale. Si les gens veulent se faire vacciner, ils sont vaccinés. Voilà. À partir du moment qu'ils soient libres et éclairés, on demande de tout le préciser. C'est une question de proportionnalité. Je dis, à partir du moment où on met un couteau sous la gorge
y compris à tous les citoyens, parce que quand on a un pass sanitaire ou un pass vaccinal, je suis désolé, mais sa vie est clairement impactée et on n'est pas tous préparés à subir la pression sociale qui a eu lieu pendant cette période-là. Voilà, si je peux me permettre de te couper, David, justement, je voulais quand même préciser que l'association n'est pas anti-vax. On est simplement... Pro-liberté. 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 C'est-à-dire que chacun ait le choix. Simplement, c'est ce que nous demandons. C'est-à-dire que ce sont des libertés fondamentales sur lesquelles on fait société. Et que cette liberté puisse être exercée en pleine conscience. Et non pas sous une pression quelconque. Qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit... peu importe. C'est pour ça que je dis il faut quand même différencier la chose. Je voulais préciser ce point-là, parce que il y a beaucoup de personnes que tu reprends dans ton mot de complotiste. On nous a beaucoup critiqué sur le fait que on est soi-disant des complotistes. Je ne vois pas ce qu'il y a de complotiste de se poser les bonnes questions. Moi, je trouve qu'on est devenu complotiste à partir du moment où il n'existait plus d'opposants politiques. Oui, c'est la notion même de ça. Parce que finalement, c'est un combat idéologique et politique. Notre combat, il est de dire on doit pouvoir avoir le choix. On doit avoir une liberté qui doit être respectée. Nos libertés fondamentales ne peuvent pas devenir une variable d'ajustement d'une politique sanitaire. Vous ne pouvez pas restreindre toutes les libertés de tous nos concitoyens parce qu'en fait, vous êtes incapable d'avoir un système hospitalier qui est résilient. C'était ça. Oui, c'était l'idée, oui. Mais je sais que personnellement, je vais peut-être me répéter, mais moi je pars du principe que la société est basée sur une constitution où ça démarre comme ça. On est tous libres et égaux en droit. Et on accepte effectivement de vivre dans cette société parce qu'on sait que l'État va nous garantir nos libertés. Nos libertés. Mais à partir du moment où ces libertés sont de plus en plus bafouées et je veux dire, il est en droit pour tout citoyen, il est normal, pour moi, je trouve que c'est normal, quoi, de revenir justement au-devant de juridictions pour récupérer ces libertés qui nous ont été petit à petit supprimées. La liberté de se déplacer, parce que maintenant il faut un QR code pour aller d'un point A à un point B, que ce soit pour la vaccination, on n'a plus le choix de se soigner comme on a envie. Je veux dire, nous avons fait, je peux me permettre, Emmanuel, nous avons fait justement beaucoup de manifestations où il y avait au sein même de la manifestation des non-vaccinés et des vaccinés. Tout à fait. C'était juste simplement sur C'est la question de choix de société. On va être dans une société où nos libertés fondamentales peuvent être désactivées parce qu'on n'est pas d'accord. C'est ça, c'est ne pas être d'accord avec les injonctions du gouvernement. Et ça, c'est pas possible. On doit pouvoir ne pas être d'accord. Et on doit pouvoir, même si on n'est pas d'accord, ne pas devenir des sous-citoyens. Employer le mot. Pendant longtemps, beaucoup ont été des sous-citoyens. Hein. Je pense notamment à tous les suspendus. Hein. Je veux dire, ça a été quelque chose pour moi de choquant. Tout à fait. Donc pour conclure cette histoire, mon confrère, c'est pas qu'il n'était pas d'accord, c'est juste qu'il connaissait rien au sujet et qu'il découvrait ma pensée au moment où il discutait avec moi sur le fait qu'il n'était pas d'accord. La conclusion de tout ça, c'est qu'à la fin, on était d'accord. Bravo. Il me dit, effectivement, j'avais pas vu ça comme ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart du temps, il y a une grosse part d'ignorance. Je pense que l'opinion publique, si on leur avait expliqué notre combat et nos pensées, aurait été d'accord avec nous. Le problème, c'est que pourquoi j'ai créé cette chaîne? C'est parce qu'en fait, l'opinion publique ne peut pas être informée par les médias. Parce que les médias n'inviteront jamais des gens comme moi, des gens comme vous. S'ils nous invitent, c'est de manière très restreinte, sur des petits créneaux, et bien entendu en déformant et en reformulant vos propos, ce qui m'a conduit à créer cette chaîne YouTube de réinformation, parce que j'avais le souhait de ne pas être tributaire des médias, qui auraient souhaité ou non parler de tel ou tel sujet, en me donnant la parole. Et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, c'est sur cette chaîne que vous apprenez que la France risque demain d'être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, et qu'on risque, comme de par magie, du jour au lendemain, de se dire qu'effectivement, on est peut-être allé un peu trop loin sur cette loi du 5 août 2021. Pourtant, dès le 8 avril 2021, la Cour européenne des droits de l'homme a donné la grille dans laquelle une obligation vaccinale pouvait être compatible avec son article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et elle fixe 5 critères
dont celui qui m'intéresse le plus ici, parce que sinon on va rentrer dans des considérations médicales et c'est pas l'objectif, sinon on va être censuré. Un des critères, c'est la proportionnalité de l'obligation vaccinale. En d'autres termes, quelles sont les conséquences auxquelles vous vous exposez lorsque vous la refusez, cette obligation vaccinale. Et ce que dit la Cour, c'est qu'il ne faut pas que ça soit disproportionné, parce qu'autrement, c'est plus une obligation vaccinale, c'est une injection forcée. Et en matière d'injection forcée, ça a beaucoup fonctionné pendant la Seconde Guerre mondiale. Et visiblement, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, on s'est dit, Code de Nuremberg, c'est quand même un peu pénible et embêtant sur le plan philosophique et sur le plan des libertés fondamentales, de contraindre par la force des hommes et des femmes à accepter un traitement médical. Et c'est de là qu'est parti tout le concept du consentement libre et éclairé, en se disant, dans une société démocratique, on ne peut pas se comporter comme ça, en contraignant par la force des hommes et des femmes à accepter un traitement, fût-il médical. Mais c'est ce fondement même du Code de Nuremberg, qui est sorti du Code de Nuremberg, qui a été, je dirais, passé à la moulinette. Alors, le Code de Nuremberg, aujourd'hui, il est intégré en grande partie dans le Code de la santé publique. C'est pour ça que c'est faux de parler de Code de Nuremberg. C'est juste qu'à l'époque, ce Code de Nuremberg est sorti au moment où on a jugé les crimes nazis, et c'est de là où s'est inspiré une grande partie de notre Code de la santé publique. Et il faut revenir sur ces bases-là. Il faut revenir sur ces bases-là. Il y a beaucoup de choses qui ont été. Il y a une chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a empêché aussi les médecins de prescrire. Donc, je veux dire, voilà, ce sont des petites actions comme ça qui petit à petit nous suppriment toutes nos libertés, quand on devient, je dirais, esclave malgré soi d'un système qui, sincèrement, je pense, ne veut pas de bien. Il y a une dérive. Il y a vraiment une dérive qui s'est opérée. Il faut retrouver nos libertés, c'est fondamental. C'est le titre de l'association. Il n'y a pas plus clair et plus simple que ça. Liberté fondamentale. La défense de vos libertés fondamentales, effectivement, le projet est dans le titre est dans le projet. Donc effectivement, on ne peut que vous appeler à soutenir cette association. Regardez bien ce qu'elle fait. Explique-nous pourquoi on devrait faire confiance à l'association ADLF et qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent. Bonjour, je suis Olivier Gralland, administrateur de l'association ADLF, Association de défense des libertés fondamentales. Retenez bien cet acronyme. Je m'adresse à vous aujourd'hui essentiellement pour vous remercier déjà pour les aides que vous avez apportées, les dons, mais essentiellement pour vous dire que nous vivons uniquement grâce à vous. On n'a pas de subvention, aucune subvention, et notre but est de défendre les libertés fondamentales, vos libertés fondamentales. C'est l'essentiel, c'est le but de notre association, retrouver la liberté. Et pour cela, nous devons faire des recours auprès des juridictions compétentes, et ça coûte de l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre, nous avons encore besoin de vous. Et vous pouvez nous aider en retrouvant la page dons, défiscalisée aux 2 tiers, sur le site de l'association asso-adlf.fr. Vous trouverez tous les liens sous la vidéo. Je vous remercie et on compte sur vous.